Football Club, on peut tout faire. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. D'ailleurs, même ceux qui nous regardent, là, David, Christian, etc., vous êtes peut-être dans des entreprises, Jean-François, n'hésitez pas à aller parler à votre boss, ou si vous êtes vous-même boss, on vous fait de la promo, voilà. C'est marqué Marco avec le logo, le aussi, qui site nous a web. parlé de Cruz Azul. Et oui. Cruz Azul. Ouais, Cruz c'est Azul. fou, hein, comme c'est le Le nom d'une sujet marque 2. de Le sujet 2 d'investissement. est en lien Effectivement. finalement J'ai demandé ça à Pablo. avec ce que Nilton nous fait chaque semaine. C'est-à-dire que la place des statistiques et de l'intelligence artificielle est devenue très très grande, voire omniprésente dans le football actuel. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que j'ai vu un article dans l'équipe, le quotidien français, sur le club du Toulouse Football Club. Toulouse Tu Football pourrais Club qui lire est la donc presse de temps en temps, non? Qu'est-ce que t'en penses? ouais, aussi. La- Toulouse donc, a été relégué l'an dernier. Donc, il y a un club centenaire, il me semble, hein, du football français. En étant relégué l'an dernier, ils ont changé de propriétaire et c'est une entreprise. Enfin, ouais, on va dire, elle a été rachetée par Redbird Capitals Partner, qui est donc une entreprise américaine, un fonds d'investissement, qui a mis à la tête du TFC Damien Comolli, très bien connu du foot européen, puisqu'il a aussi œuvré à Liverpool. Donc Damien Comolli a été nommé président et finalement, on s'aperçoit en tout cas dans l'article qu'il fait bien plus qu'être président, il est aussi directeur sportif. Et pourquoi je vous parle de Toulouse? Parce que c'est un exemple qui m'a interpellé. Eux ne jurent quasiment que sur l'intelligence artificielle et les données statistiques pour effectuer leur mercato. Pourquoi je vous dis ça? Donc en gros, concrètement, le TFC compte dans ses rangs un statisticien en relation permanente avec deux homologues chargés de travailler depuis les États-Unis sur ces données-là. Hein. Ces données-là, elles vont servir finalement avec des critères prédéfinis en fonction des postes. Ensuite, un algorithme va venir dire si le joueur correspond ou pas au profil en lui attribuant une note sur 100. Juste pour vous dire, ça a tellement prédominé dans les mercatos de Toulouse que c'est devenu le choix premier. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus voir les joueurs physiquement, mais ils rentrent d'abord les données, l'algorithme sort une note, et si le joueur a 70 ou plus, là, ils vont commencer à s'intéresser à lui et probablement aller finalement le voir, j'ai envie de dire, physiquement. La dernière chose sur laquelle je voulais vous arrêter, c'était que sur tous les transferts estivaux qu'a fait le Toulouse Football Club, il y a un seul joueur qui a été pris, non pas sur des statistiques, mais parce que c'est un joueur dont ils avaient déjà entendu parler, qu'ils avaient déjà été voir. C'est Sting Spearing, qui lui, on va dire qu'il est un peu sorti du cadre du Toulouse Football Club. Il ne fait pas partie des statistiques, il est... on a dit un joueur en devenir, puisqu'il faut savoir que Toulouse a fait un marché dans des divisions inférieures, notamment en deuxième division des Pays-Bas. Donc, si vous voulez, il ne s'arrête plus forcément à des joueurs, on va dire, évoluant dans les premières divisions d'un pays, mais ils vont vraiment chercher et ils vont élargir finalement leur modèle, en tout cas de joueur type, à des divisions inférieures, même dans des championnats de seconde zone. Donc, la première question, c'est vraiment sous forme de discussion. J'aimerais savoir ce que vous en pensez de cette venue finalement des statistiques et de l'intelligence artificielle dans le monde du football. Je terminerai par dire que j'ai pris l'exemple du Toulouse Football Club, mais Liverpool a également signé un contrat avec une start-up française également qui l'aide exclusivement sur le recrutement, sur également tout ce qui est données statistiques. Donc voilà, j'aimerais juste savoir ce que vous en pensez sur le virage finalement que prend le football. J'ai envie de commencer avec... parce que il me semble que Nilton est quand même notre monsieur statistique. Donc qu'est-ce que tu en penses, toi, Nilt? Et moi, je trouve ça super intéressant parce que ça vient aussi... trop souvent, les personnes qui sont anti-stats, anti-données, tout ça, vont dire que les chiffres, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, etc., etc. Mais imaginez ce qu'on peut faire dire aux yeux. Il y a beaucoup de biais aussi. Moi, je suis un peu contre Nilton. Je ne vais pas te le cacher, je suis un peu c'est contre. pas grave. On va discuter. Non, mais on va discuter. Mais il y a aussi le biais de l'œil qui est difficile à être contesté. Quand quelqu'un dit ce que j'ai aimé, ce que j'ai vu, c'est difficile de contredire. Quand tu peux avoir un peu plus de substance et d'appui derrière pour essayer de valider ce que tu as vu dans l'œil et le mettre aussi dans un contexte.
ça devient beaucoup, ça te donne une bretelle supplémentaire à éviter des erreurs de signature. La plus grosse bataille qui existe présentement, c'est pas le fait d'intégrer les statistiques avancées ou n'importe quelle forme d'analyse. La plus grande bataille, c'est d'aller chercher, c'est de valider la qualité des données que tu vas chercher parce que différentes startups ont différents algorithmes et eux-mêmes ont leur propre modèle. Ouais. Et les modèles deviennent intéressants seulement avec du temps et avec des essais et erreurs. Et des données. C'est aussi, et tu peux te dire que ce modèle-là devrait fonctionner, mais ça te prend du temps avant de valider si ton modèle fonctionne vraiment très bien. Et même une fois que le modèle fonctionne très bien puis que tu as des preuves comme quoi tu es capable d'aller chercher des joueurs de qualité, si tu te fies sur X, Y, Z données, ça ne veut pas dire que dans le futur, ça va continuer à être les bonnes données parce que le foot change aussi. La tactique va changer d'une fois à l'autre. La façon de calculer et d'aller chercher les statistiques vont changer d'une fois à l'autre. Et les plus gros clubs aussi, ils essayent aussi de... Tous les logiciels de scouting sont un peu les mêmes à travers le monde, mais les gros clubs, ce qu'ils essayent de faire, c'est de prendre le monopole de ces données-là et de le regarder pour eux-mêmes. C'est pas pour rien que Toulouse est obligé, par exemple, de se retourner et d'essayer quelque chose de différent pour avoir leur propre modèle et l'intégrer à leurs propres besoins. Et ça devient finalement beaucoup plus efficace, beaucoup moins cher si tu es capable de faire un premier filtre. Si tu veux aller chercher, si tu as besoin d'un type de défenseur avec ces genres de caractéristiques-là, envoyer un recruteur faire le tour de l'Europe, ça devient très, très ardu et c'est time-consuming pas mal. Tandis que là, tu peux avoir ton premier filtrage pour aller chercher tes joueurs que tu penses pouvoir intéresser et après, tu vas valider avec du recrutement. Et puis, tout ce qui est big data et les data analytics, c'est que je vais faire une hypothèse. C'est une façon aussi de gérer le volume de joueurs auxquels tu as accès, parce que le marché est devenu mondial, surtout après l'arrêt Bosman, où tu peux recruter quasiment n'importe qui, n'importe quand, sans restriction de nationalité. C'est un des premiers triggers qui a peut-être ouvert la porte à ça. Mais aussi, le monde a changé. Avant, c'était les jocks et les surfers qui étaient top. Maintenant, c'est les nerds et les geeks là, de Facebook, de Google et de Apple, qui contrôlent la planète quasiment en termes de popularité et de contrôle de données. Donc, avoir accès à des données, les contrôler, c'est important. Et comme dit Nilton, l'intelligence artificielle a besoin de données massivement. Tu sais, ton téléphone, le Siri sur ton téléphone ou un algorithme Facebook qui s'adapte aux données qu'il reçoit pour pouvoir continuer à travailler, à s'améliorer et à adapter son algorithme au fur et à mesure. Donc ça, c'est super important. Et puis, moi, ce que je trouve fascinant avec ça, c'est que dans le data analytics, moi, ma première exposition à ce genre de concept, c'était plus par rapport quand on traquait physiquement un joueur durant un match. C'est la fréquence cardiaque, l'effort, tout ça. Et puis, ils font ça aussi dans l'entraînement. Maintenant, c'est comme Julien a très bien présenté, c'est par rapport comment on recrute un joueur. On a toute une panoplie, le physique, le psychologique et les valeurs. On dirait quasiment un recrutement football manager PES, là où genre tu as une grille, tu choisis, puis ça c'est le minimum requis pour que je puisse te considérer et te voir physiquement par exemple. Je trouve ça très très fascinant. Et tout ça c'est très très important parce que tu sais, d'abord ça commence avec les analyses vidéo. En plus, c'est parti pour les GPS trackers pour voir. Tu fais des corrections en temps réel des déplacements des joueurs, des distances parcourues, fréquence cardiaque, nombre de passes reçues. Mais là, on rentre dans un niveau plus haut avec les expected goals, les expected passes, tralala. Donc, et tout ça, l'analyse de données et le big data, si ça arrive dans les compagnies de tous les jours, comme là on travaille, puis nos amis et familles travaillent, ça va arriver dans le foot et dans le sport professionnel. Donc ça, c'est plus que normal. Après, moi, il y a un... Je croyais que tu as terminé, pardon. Non, moi je dis c'est plus que normal et je trouve ça fascinant. Et puis même moi, je suis un peu comme tout le monde, j'aime l'équilibre. Un peu comme le VAR. Le VAR, on l'aime pas, mais il faut trouver un équilibre pour qu'il marche. Recruter un joueur, le voir de face, c'est bien. Faire juste les données, c'est peut-être bien, mais il faut que tu fasses les deux pour pouvoir avoir une vraie image. Tu vois, moi, c'est ça que j'allais dire. C'est plus comme... Il ne faut pas négliger ça parce que les données ne peuvent pas calculer
l'état d'âme d'un joueur, comment il réagit sous pression, comment il est au sein d'un groupe, je trouve que c'est ce genre de données, des données pas morales, mais des données un peu humaines en fait, qui à mon sens sont hyper importantes dans le sport de haut niveau. Oui, les datas c'est hyper important, mais je trouve quand même qu'il y a ce côté-là que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore des données statistiques qui arrivent à mesurer ce genre de trucs-là, puis qui, à mon sens, sont hyper importantes, surtout dans des équipes très, très moi, ce que j'aime dans les données, c'est qu'il y a moins de biais. Je veux dire, quand tu as une impression, tu sais, je lisais dernièrement, par exemple, une histoire comme quoi Southampton, je crois, a failli signer Drogba et Malouda. Il y avait un recruteur qui avait suggéré à Southampton, quand ils étaient à Guingamp, le recruteur disait, moi, ça coûtait quoi? Moins de 5 millions. Il proposait d'aller chercher la paire parce que les deux fonctionnaient bien à Guingamp. Et le recruteur a essayé de valider auprès du coach et du directeur technique pour aller chercher ce joueur-là. Et là, il est arrivé, le coach a dit, ouais, mais ce recruteur-là, je le truste pas trop. Je vais envoyer le mien, c'est mon bras droit. Lui, j'ai confiance en lui. J'envoie ce gars-là recruter, faire du scouting, quelques matchs pour Malouda et Drogba. Et lui est arrivé en se disant tout simplement, Drogba, c'est pas terrible. Là. Il est pas capable de faire un contrôle. Tu sais, il est très, très athlétique, physique, mais les contrôles, c'est pas terrible en Premier League. Mais c'était pas faux, Nilton. Mais c'était pas faux. Oui, mais c'était pas faux. Au début de sa carrière, Didier Drogba joue dans des clubs amateurs. Il joue en. Et il est remplaçant dans ce club amateur-là. Oui, mais mon point, c'est que peut-être qu'au niveau analytique et donné, il disait, mais ce qui compte, c'est pas la façon, mais c'est qu'il finit par la mettre dedans. Et qu'on est capable de dire, c'est peut-être pas ce que tu penses être le type de joueur qui va réussir, mais ça se peut qu'il existe différents types de joueurs. Et ce qui compte finalement, c'est pas la façon, mais c'est l'efficacité à la fin. Et les chiffres, très souvent, enlèvent tous les biais que tu vois parce que tu dis, ce joueur-là, je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu ce type de joueur-là, puis je te dis, il va être pourri. Oui, mais toi, c'est quoi ton expérience à toi? Tu as vu 3-4 joueurs de cette façon-là? Tandis qu'une base de données, il va la comparer avec 1000 autres joueurs de la même façon. Et moi, j'aime cette froideur-là analytique plutôt que des billets d'historique personnel. Et surtout que ça enlève la subjectivité comme le gars est raciste et il n'aime pas les noirs, il n'aime pas les asiatiques, c'est un recruteur raciste ou un recruteur qui n'aime pas les gauchers, tu sais, j'exagère, mais genre ça enlève... de préférence, là, si on veut rendre ça. Ça, j'exagère, mais je vais vers une extrême pour dire, tu enlèves ce genre de comportement de subjectivité. Maintenant que ça arrive presque plus jamais, dans les grands clubs, eux s'en foutent de la couleur, la religion et tout ça, c'est une question de performance. Je trouve ça assez fascinant, mais il faut que ce soit un équilibre. Mais là, plus on continue dans le monde, là, plus ça va être beaucoup du data analytics à 100% là, parce que c'est comme ça que ça marche. C'était ça le but de la question, sauf c'est parce que on voit dans un club comme Toulouse, ils ont dû faire, je crois, si mes souvenirs sont bons, une dizaine de transferts estivaux. Et il y en a un seul qu'ils ont pris en dehors des statistiques. Ensuite, Toulouse a décidé que c'était un joueur qui avait au moins 70, une note de au moins 70, voire plus, pour qu'il commence à le regarder. Est-ce qu'à 64, tu ne l'es pas? Est-ce qu'à 68, tu ne l'es pas non plus? À 72, tu serais meilleur qu'à 68? Bref, il y a plein de données comme ça qui, moi, me dérangent. Et je reviens aussi à ce que disait... David, oui, c'est un gros enjeu. Christian aussi nous parle d'équilibre un peu comme toi. Et Jean-François parle du côté... alors, je ne parle pas d'éthique de travail ou quoi que ce soit, mais pour avoir discuté il n'y a pas longtemps avec un ancien joueur professionnel, il me racontait une anecdote qui était assez impactante finalement à ce niveau-là. C'est que son club est parti chercher un joueur à l'extérieur. Ce joueur-là jouait dans un autre championnat et dans une autre équipe. Et dans son équipe, c'était la star. En plus, il avait une position qui était un petit peu un joueur en électron libre. Sauf que quand ils sont partis le chercher, il s'avère que déjà dans l'équipe actuelle, il y avait une grosse star qui était à ce poste-là. Donc ils ont été chercher ce jeune joueur d'une autre équipe, d'un autre pays, et ils lui ont demandé de finalement jouer à un autre poste et de faire d'autres choses que lui avait l'habitude de faire et dans son poste premier. Ça n'a jamais fonctionné. Pourtant, le joueur qu'ils ont été chercher avait de très bonnes stats, c'était le joueur clé de son équipe, etc. Ça veut dire qu'il y a quand même une notion
que je pense qu'il ne faut pas omettre, et ce que disait Reg, c'est au-delà du côté humain, il y a finalement beaucoup de choses qui font un athlète et qui font un joueur de football. Parce que, je veux dire, il n'en reste pas moins que à la base, c'est un homme, ou une femme d'ailleurs, avec tout ce que cela peut comporter. Et je suis désolé, mais que Toulouse me dise qu'un joueur à 71 correspond mieux, correspond mieux pour eux qu'un joueur à 69, je me demande sur quoi ils se basent. Ça veut dire qu'ils s'arrêtent uniquement à la partie stats et intelligence artificielle parce que eux ont défini que pour leur équipe, il faudrait ce type de joueur-là. Je trouve ça aussi dommageable dans ce cas-là, parce qu'effectivement, c'est froid, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de subjectivité, je suis d'accord avec vous. Oui, mais dans le fond, tu changes de défaut, parce que quand tu te dis pourquoi je préfère tel joueur plutôt qu'un autre, juste par mon observation, là aussi, là, c'est dommageable. Non, excuse-moi, Nilton, j'ai pas été assez loin. Excuse-moi, ce que je voulais dire, c'était que au final, il faut aller au-delà simplement de la simple observation. Il faut prendre le joueur dans son entité et son entité d'homme. C'est-à-dire qu'il faut peut-être aller même pousser, puisqu'on pousse dans les statistiques, il faudrait même aller pousser, aller voir comment vit le joueur. Qu'est-ce qu'il a fait dans son ancien club? Pourquoi c'était la star? Est-ce qu'il travaillait assez? Est-ce que, tu sais, genre vraiment aller pousser dans ce cas-là sur le côté humain, puisqu'on part dans un processus où on se dit, bah, la data analytics, c'est parfait, c'est brutal. Je rentre ça, il me sort ça. Allez, hop, c'est fait. Non, mais justement, je pense que c'est intéressant. On a des très bons commentaires de David et tout, qui nous dit, par exemple, qu'il travaille en business intelligence et que les tableaux de bord, c'est bien beau, ça raconte une histoire. Mais tu sais, il faut un contexte pour les analyser. Puis j'ai fait l'évaluation de programme aussi, donc je sais très bien que ce sont les outils qui peuvent être très intéressants, mais qui ont aussi les défauts de ceux qui les conçoivent, les défauts de la façon dont est collectée l'information. Et je pense que aujourd'hui, tu sais, je disais, toutes les équipes de première ligue ont des équipes de data analyst. Toutes les équipes de première ligue, et ça fait depuis des années 2010 que ça s'est imposé. Il y a une super. Donc c'est ça, c'est déjà un fait. Maintenant, c'est bon, il y a un storytelling un peu, genre comme tout le monde a regardé un peu Moneyball. Puis on dit des histoires comme ça, tu vois. Mais c'est pas le point, c'est que ça fait déjà partie. Enfin, l'analyse de données fait déjà partie de. Ah mais je suis pas contre. Hein. Mais non, mais de toute façon, on va pas être pour ou contre. Je sais pas, c'est pas ça vraiment le débat. Mais c'est qu'on est toujours dans la façon dont ça va être utilisé. Un peu comme tantôt, Newton parlait de l'observation. En soi, l'observation, c'est bien ou mal. Mais il y a des personnes qui savent observer. Il y a des gens, moi, il y a des personnes dont j'ai la confiance que si lui il me dit, si Reg, on est comme ça, on veut recruter un joueur pour notre équipe de foot, il me dit lui il est bon. Il a observé, je fais confiance. Maintenant, il y a des personnes qui ne savent pas regarder. Et à ce moment-ci, t'as vu, mais t'as pas regardé. On fera un spécial Arsène Lupin avec Tilt. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ne savent pas du tout. Oh, il y a une insight là qui. À ce moment-ci, je pense que là, c'est pas intéressant. Et dans le contexte aussi que tu as des agents qui veulent absolument faire recruter des joueurs et donc ils sont biaisés dans leur façon de faire, c'est évidemment, c'est pas suffisant. Maintenant, ces modèles-là ont besoin de énormément se raffiner. Tantôt, Sof faisait le lien avec les Siri de ce monde, etc. Mais ce sont un usage bon, c'est pas vraiment l'intelligence artificielle, mais c'est un usage du big data dans des domaines qui sont quand même très encadrés, très carrés. Contrairement au monde du foot. Réussir en division 1, c'est pas réussir en division 2. Réussir en division 2 française, c'est pas réussir en division 2 hollandaise. Réussir dans un 4-4-2, c'est pas réussir dans un 3-5-2. C'est fou, là. Il y a le jour où ça pourrait devenir véritablement des outils puissants sur lesquels, comme toutes les équipes, s'appuient 100% sur ça pour faire leur recrutement, quel que soit le niveau de recrutement. Mais le nombre de données qu'il faudra prendre en considération, et selon des timings où on verra qu'il y a des joueurs qui le dit, il y a des joueurs qui performent plus à l'automne, d'autres qui performent plus en couple, d'autres qui performent plus quand leurs meilleurs amis sont dans le club, d'autres qui performent plus quand ils deviennent papa, d'autres qui il y a tellement de facteurs à la réussite que je pense qu'il faut se garder une gêne, mais en même temps pour un volume d'informations, comme un outil sur lequel on peut aussi utiliser dans la prise de décision, pourquoi pas. C'est mais ça reste que l'humain va être au centre de tout, et surtout être toujours conscient de quels sont les défauts de ces systèmes. Parfois, par exemple, dans les après-matchs qu'on peut faire, je suis surpris de voir que d'un site de statistique à l'autre, les données ne sont pas les mêmes. Parfois, je m'en souviens d'une conversation qu'on avait eue, pour ceux qui sont déjà les plus anciens de Patreon vidéo, on parlait des recoveries.
dans le cas de Wanyama, que la définition qui va être employée dans le site que j'utilise plus souvent pour faire des données n'est pas la même que celle qu'emploie la MLS. La MLS va prendre... À moi, je me dis, attends, lui, il a même la possession de balle, des fois, peut ouais, changer. c'est comme il a 17 récupérations de balles. Moi, pourquoi dans mon site, il y en a 4? Parce qu'il y a plusieurs compagnies. Mais c'est vrai. Passeport, puis il y a Stats, qui sont 2 compagnies connues qui collectent des données, puis il y a encore d'autres. Oui, non, c'est ça. Il y a plusieurs compagnies, mais les définitions, c'est qu'après, qu'est-ce que va être une récupération? Est-ce que couper une ligne de passe, c'est une récupération? Donc, tu vois, il y a plein de choses. Et après, sans compter, qu'est-ce qu'une bonne passe? Il y a des très bonnes réflexions de Xavi. Il dit, ouais, mais là, on compte le nombre de passes, on me dit qu'il n'a pas fait un bon match. Mais une bonne passe, c'est une passe dans le tempo qui permet au joueur, sur son bon pied ou dans la bonne course, d'aller continuer à faire ce qu'il fait. Je peux te faire une passe. Est-ce qu'une passe réussie, c'est une passe qui se rend à son point? Pas forcément. Une bonne passe, c'est une passe qui permet de faire quelque chose d'autre après. Donc, c'est très, très, très compliqué, tout ça, à prendre en considération. Et je pense que, en toute honnêteté, ces bases de données-là ont encore 20 ans, 30 ans de retard, entre guillemets, mais pour qu'on arrive à effectivement se dire, OK, waouh, ces chiffres-là me donnent vraiment quelque chose pour décider. Mais ce qui est intéressant, c'est que le big data, Julien, c'est qu'il est aussi utilisé pour créer les contrats des joueurs par rapport aux primes. Ça, j'ai remarqué, j'avais lu ça, où genre, surtout parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les contrats, il faut juste dire aux gens, mais les contrats, dans les contrats, il y a des clauses complètement rocambolesques et ça va très très loin parfois. Et d'objectifs, surtout avec Expected Goals. Expected Goals a changé beaucoup de choses par rapport au contrat des joueurs et c'est fascinant. Puis j'avais parlé aussi de tout ce qui est physique, là, les kilomètres parcourus, tout ça. Je pense ici qu'il avait raconté l'histoire entre peut-être 3 mois là avec France-Australie là où Deschamps disait ils ont couru plus que nous, même c'était Reg, tu avais dit ils ont couru 15 km plus que nous, donc c'est comme s'ils avaient un joueur de plus que nous. C'est genre tu utilises des statistiques big data, c'est pas juste pour recruter, c'est aussi pour analyser un match, analyser l'entraînement, analyser les tendances. Donc, non mais là sauf je parlais vraiment de l'exemple de Toulouse qui l'utilise que pour pour le transfert tout ça, mais oui c'est ça, mais le big data ils ont pas juste ils le font pour tout là. C'est différentes bases de données, mais c'est fascinant parce que le concept il s'est mis partout, puisque Decide, en plus que j'adore ce qu'il a dit, c'est par rapport, il donne du contexte, il faut donner du contexte. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont bons en recrutement, à l'ancienne, mais qui ont des tableaux de bord pour pouvoir les aider avec leur réalité. D'avoir ces algorithmes-là ou genre comme ces bases de données-là, mais avoir justement la connaissance en soi du sport pour arriver à contextualiser et dire, OK, attention, tantôt Normand parlait de la comparaison dans des ligues où on tire beaucoup plus, ou dans des ligues qui sont beaucoup plus tournées vers l'offensive, dans des ligues où les gens sont à l'aise de gagner 4-3 versus dans des ligues où la culture veut qu'on gagne 1-0. Tout ça, toutes ces informations-là, sans compter, on parlait tantôt de l'éthique, de ton comportement, est-ce que tu as même d'une famille équilibrée, il y a tellement de facteurs à prendre en considération dans le succès d'un joueur. Ben, je pense que c'est le mix des deux, et de toute façon, en fait, on reste quasiment dans toujours, ben, si une personne est compétente, elle va utiliser les bons outils et elle va s'entourer des bonnes personnes pour prendre des bonnes décisions. Et ça, c'est une corde aussi supplémentaire à ton arc. Et donc voilà, mais au-delà de, je veux dire, il faut aussi qu'un système sur la durée, on voit ce que ça donne. Ça se trouve, c'est un sujet fascinant et tellement complexe. C'est fascinant parce que pour terminer, j'aimerais juste avoir l'avis de Reg parce que je l'ai trouvé silencieux. Et j'aimerais juste avoir ton avis là-dessus parce que pas parce que tu es aussi coach, faut le dire. Alors ça reste au niveau local, mais et comme tu m'as coaché, je sais un petit peu ton mode de coaching qui est plus c'est sur le joueur, etc. Qui est très performant d'ailleurs. Il faut que tu mentionnes qu'il est performant. Mon mode de fonctionnement, il fonctionne. Mais je pense que et c'est là où je voulais en venir, c'est que je pense que ton équipe, tu la bases aussi beaucoup sur le côté humain. Bon, effectivement, de toute façon, à notre niveau, on n'a pas besoin de stats, etc. Mais dans ta façon de faire, tu t'accordes plus de place, je trouve, à la symbiose et à la synergie que peut créer plusieurs personnes, plutôt qu'à forcément ses antécédents ou ce qu'il a pu faire. Puis je pense que c'est un peu, on regarde et après qu'on aime ou qu'on n'aime pas,
on regarde un coach comme Deschamps qui accorde énormément de place et d'importance à la symbiose. Après, on s'entend, hein, il a pas non plus que des manchots dans son équipe. Genre, il choisit pas entre. Il a quand même des bons joueurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, il a pas pris Benzema, il favorise la bonne ambiance, que tout le monde puisse jouer à la belote dans le bus, nanana. Alors que bon, il prend quand même des très bons joueurs aussi. Et on sait que la France a un énorme bassin en ce moment, surtout en ce moment. Mais comme j'avais dit tout à l'heure, puis c'est peut-être le seul point que j'ai vraiment beaucoup écouté, mais c'est le point que j'ai ajouté, c'est je pense que c'est un mix des deux. Je suis pas contre. Et comme dit Sid, c'est pas le but d'être pour ou contre, mais c'est juste moi je trouve que le côté analytique prend beaucoup de place dans le foot, de plus en plus. Et de plus en plus présente dans les équipes. Et il faut juste pas laisser de côté le côté humain, le côté où voir le joueur, comment il est dans certaines situations. Puis on en avait parlé un peu en off, justement, par rapport au livre de Wenger, qui disait que, lui, c'est pas vrai là qu'il allait voir un mec genre 60 fois. Là, genre, rendu à un moment, c'est vrai que c'est contre-productif. Genre, mine de rien, une équipe de foot. C'était justement l'un des premiers à avoir des systèmes statistiques. Il y a une super belle histoire que j'ai pas envie de botcher vraiment, mais qui explique l'arrivée de la statistique et du big data dans le monde du foot. Et ça s'est joué à rien du tout. Le premier statisticien du football anglais, je pense que c'est un Anglais d'origine indienne qui avait vendu son idée à Derby County et à Manchester United de Ferguson. Et le Manchester United de Ferguson en 99, dont c'est la fin de l'histoire, en début de saison avait dit écoute, nous on payera pas pour ça, genre comme tout ça, voilà, et comme lui était déjà dans le futur, mais si à la fin de saison on a des résultats grâce à ce que tu nous apportes, on va te payer. À l'époque, 50 à Sheringham, quoi. Exactement. D'accord. Sur la fin de l'histoire, c'est que, en fait, on apprend avant ça que donc tous les matchs de Manchester United étaient préparés grâce à ces statistiques en grosse partie, et ça a permis, notamment dans le Manchester Juve, que il y a une remontée 3-2 que fait United, d'avoir toutes les tendances de jeu de Zidane, il y avait qui encore comme au milieu de terrain, de Del Piero, et ça avait beaucoup aidé l'équipe de Ferguson à préparer son match, et ça, Ferguson avait donné 2 billets à lui et sa femme pour venir voir la finale. Et cette finale-là, au but de Sheringham et de Solskjaer, à ce moment-ci, il l'a appelé pour lui dire le contrat est signé. Et lorsque United officiellement utilise des statistiques et genre pour analyser l'effectif, le reste de la première ligue suit. Et c'est drôle de se dire. Mais pourtant, c'est marrant parce qu'il y a 10 ans finalement entre le Ferguson de 99-2000 et là tu as dit que ça fait que depuis 2010. Non, mais des départements, comme attention, genre, comme là, okay. Je dis que toutes les équipes de première ligue ont tous des départements. Comme pour arriver là, okay. c'est pas environ. Full time. Il était super binaire, Jules. Genre, non, au contraire, je voulais voir l'évolution, c'est hyper intéressant. Comme tu m'as dit, un peu mon anecdote qui était simplement que ça s'est joué sur un corner à la 92e minute. Non, mais c'est vrai, comme on a toujours à s'interrompre dans les histoires, et que peut-être que s'il n'y avait pas eu ce but-là, le travail de ce chercheur statisticien qui était vraiment avant-gardiste aurait été sûrement invalidé, et peut-être que comme l'arrivée des stats dans le monde du foot aurait été beaucoup plus retardée que ça l'a été. Donc voilà. Très intéressant. Merci beaucoup Sid pour cette anecdote. Merci beaucoup d'avoir réagi aussi sur cette question. Je pense effectivement que c'est fascinant, c'est un sujet qui va encore nous surprendre. Merci aussi à David, Christian d'avoir réagi. Moi, j'ai une petite histoire, une petite histoire sur le TFC. Moi, je trouve ça une petite parenthèse sur Toulouse. Là. Moi, je trouve ça drôle que tu me parles de Toulouse parce que moi, à chaque fois que j'entends Toulouse, j'ai en tête un gars du marketing de Toulouse qui m'appelle au bureau à mise au jeu. Et il nous demande ça doit dater d'au moins 15 ans, ça. Il m'appelle. Alors, vous êtes bien mis au jeu à la Maison de Paris? Ouais. Qu'est-ce qu'il veut, le gars? Et Toulouse se cherchait un commanditaire de maillot. Il voulait installer mise au jeu sur le maillot de Toulouse. Et t'as dit non. Après avoir ri pendant 15 minutes, j'ai dit,
Parce qu'on vend juste au Québec, là, nous autres. Là. Donc, Toulouse, ils essayent beaucoup de choses. C'est ça la conclusion. Donc, c'est probablement, avant de se rendre aux analytiques, ils ont peut-être essayé beaucoup de choses dont le gars C'est est. Donc, possible. ouais. Et juste pour répondre à Salim, est-ce que là, avec la data analytique, Arsenal aurait recruté Cristiano Ronaldo ou Ibrahimovic? Je sais pas. Non, mais il dit ça, mais après, je sais pas si c'est pour me charrier ou si c'est de quoi il parle, mais c'est juste pour dire parce que c'est vrai qu'ils ont failli. Les deux ont fait des essais, en fait, Ah, d'accord. avec Arsenal. Ok, C'est ok. pour ça. Mais c'est un peu un running gag au sein de la communauté. On disait tout le temps que comme Wenger, si tu l'écoutes, il aurait pu avoir Messi et Cristiano en même temps. Mais Cristiano, pour le coup, même il le dit, je pense, il y a pas longtemps, il a un gros respect pour Wenger et il se rappelle qu'il est venu avec sa famille et puis tout ça, et puis tout ça. Finalement, il a juste décidé de pas signer pour eux, peu importe les raisons, mais qu'il est venu et qu'il a apprécié l'approche que Wenger, comme quoi, le côté humain, comme, tu sais, on savait que c'était un crack dans tous les cas, là, qui sortait du Sporting et tout ça, mais il y a eu des essais. Ah, mais le côté humain important, parce que peut-être que genre, comme dans des tableaux, il y en a qui vont vers Quaresma plutôt que Ronaldo, tu vois. Comme Pasté, à un moment donné, il faut aussi, il y a des choses qui sont peut-être difficiles de percevoir, genre, comme simplement derrière la statistique. Mais c'est drôle, hein, parce que Wenger, sa vie, c'est des rendez-vous manqués. Hein. Il pouvait être coach de l'équipe de France, du Real Madrid, du PSG. Donc c'est drôle de voir à quel point il y a tellement. Puis après, moi j'aime beaucoup son honnêteté par rapport et sa transparence par rapport à tous ces événements dans sa vie. Mais Sofiane, Book Club, ma vie en rouge et blanc, il faut qu'on fasse un et voilà un spécial sur le. On attend que toi, Red, finis le livre. Non, c'est clair. Merci C'est beaucoup. clair. Avant de passer à notre sujet 3, qui est, vous l'avez compris depuis quelques semaines, et avant le retour de la MLS, hein, du championnat, on fait l'analyse du but, l'analyse vidéo sur un but passé dans l'histoire de l'Impact.